Bonjour, donc cette vidéo est consacrée au dernier flamenco de Garry Kasparov. On a parlé de dernière danse, et bien j'ai décidé que cette dernière danse était le dernier flamenco de Kasparov. La vidéo, le documentaire sur les Bulls de Chicago m'a inspiré cette vidéo, donc qui est consacrée à 3 victoires de Kasparov lors de son dernier tournoi en partie classique, le tournoi de Linares, qui s'est disputé en février-mars 2005. Donc Kasparov était encore le numéro 1 mondial. Il avait remporté avec supériorité le championnat de Russie quelques mois avant. Et sans doute démotivé, n'ayant plus la flamme pour rester au niveau, aussi parce que son espoir de redisputer un championnat du monde s'était envolé. Eh bien, Kasparov, qui avait aussi évidemment d'autres centres d'intérêt, notamment la politique, eh bien Kasparov a décidé à 42 ans de se retirer à un âge où on peut être encore performant. Il suffit de voir la carrière d'Anand, la carrière de Karpov évidemment, ou de Botvinnik ou Alekhine, qui ont été champions du monde à ce moment-là, Lasker également. Alors certes, c'était à d'autres époques où les carrières commençaient plus tard qu'aujourd'hui, mais en tout cas, on peut être performant. Voilà, il suffit de voir un certain nombre de joueurs, je pense tout de suite à Vishy Anand, qui à 50 ans sont encore extrêmement forts. Évidemment, la référence est Korchnoi. Donc, je vous propose de parler de 3 parties qu'il a gagnées avec les Noirs. Donc, la première partie s'est disputée à la 3e ronde contre Francisco Vallejo Pons. Donc, Paco Vallejo Pons, qui a les Blancs. Donc, cavalier F3, donc on attaque tout de suite la partie. D5, D4, 6, C4, prend. Donc, un gambit de dame accepté. E4, c'est le coup le plus ambitieux. B5, on protège. A4, C6, A prend, C prend, B3. Donc là, les blancs minent le pion C4. Les noirs ne peuvent pas en fait empêcher ce minage, parce que si joue C prend B3, il y a fou prend B5 échec, suite dame prend B3. Là, les blancs récupèrent leur pion avec un gros avantage au centre. Donc les noirs font mieux de contre-attaquer au centre par fou B7. B prend C4, alors il y a d'autres coups possibles. Fou prend E4, C prend B5. Attention quand même d'ailleurs sur fou prend E4, si on prend C4 tout de suite, fou prend cavalier E5, attention il y a des problèmes sur cette diagonale-là. Il y a la dame A4 qui peut arriver ici dans cette position. Il faut juste que je ne me trompe pas de case pour les flèches. Voilà, vous voyez, ça devient compliqué. Et ici, le roi est une cible. Donc, fou prend E4, C prend B5, cavalier F6, fou E2. Alors, je vous laisse voir pourquoi fou D3 n'est pas très bon. Il y a fou B4 échec. Et le meilleur coup, c'est roi F1. Dans ce cas, effectivement, les blancs se sont déroqués. Mais le plus gênant, c'est la tour H1, évidemment, qui va être difficile à développer dans un temps court. Donc, fou E2, fou E7, petit roc, cavalier C3, fou B7, fou F4, fou B4. Donc là, on est dans des positions où il y a un pion isolé central pour les blancs. Donc là, les noirs ont intérêt à faire des échanges pour mettre en avant la faiblesse. Mais aussi, les noirs ont leur propre faiblesse en A7, voilà, qui gêne évidemment le développement de la tour A6. Le pion B5, lui, est plus solidement tenu parce qu'il y a le fou E2. Donc, ce qui explique cavalier A4. On évite les échanges. Sur dame B3, on échange. On joue cavalier D5, on échange à nouveau, puis on joue A6. Et puis, on égalise. Voilà. Bon, après, évidemment, avec les échanges, il n'y a pas grand-chose non plus dans cette position. Donc, cavalier A4, cavalier D7, dame B3, cavalier D5, fou G5, fou E7, fou D2, A6. Donc, Kasparov liquide sa faiblesse en A6 en même temps qu'il veut liquider le pion B5. Alors, évidemment, si les blancs échangent, voilà, en fait, les noirs ont une bonne position et on va aller sur une pression contre le pion isolé D, ce qui n'est pas toujours agréable, même si on peut supposer que les blancs peuvent tenir, évidemment. Mais Valero joue B6. Voilà, il veut garder son pion B en même temps que le pion A reste une cible. Mais aussi, le pion B peut être attaqué.
Alors là, il faut faire attention du côté des noirs. Est-ce qu'on peut capturer le pion A? Oui, mais avec le cavalier. x5, fou d5, dame 3, b8, cavalier 5, dame 8. Alors voilà. Mais si on prend avec le cavalier en b6, et bien là, il y a x5. Et en fait, la différence entre les deux cavaliers, c'est qu'avec le cavalier en d5, on peut jouer fou d5 et tour d8, qui permet de défendre le cavalier suffisamment bien. Alors qu'après x5, on ne peut pas jouer ça. Là, le cavalier est attaqué 3 fois, il peut même y avoir une 4e attaque, et les noirs perdent une pièce. Donc attention. Et Kasparov, lui, joue fou c6, le plus ambitieux. Il veut pas échanger tout de suite, il veut maintenir la pression, et il espère garder le pion a6, et pourquoi pas éliminer le pion d6. Mais aussi, cette variante introduit une suite dans laquelle Valero va se tromper. Alors, il fallait jouer l'une des tours, peut-être la tour F en B1 ou C1, mais pas cavalier E5. En fait, après cavalier prend E5, D prend E5, Kasparov joue cavalier B6. Et ça introduit un sacrifice de qualité. Alors, Valero a accepté le sacrifice de qualité, mais on va voir ce qui s'est passé après dame prend B6, dame prend D2, ce qui aurait pu se passer. Dame prend fou, cavalier B6, tour D8, cavalier D7, tour C8, dame prend, tour B7, et là, on commence à voir les problèmes pour les blancs, c'est le cavalier D7 qui se fait encercler par les pièces noires. Cavalier B6, tour C5, attaque en plus le pion E5. Sur tour A8 échec, fou F8, on voit que le pion E5 est perdu, en même temps qu'il y a une menace contre le cavalier B6. Et si on joue tour E1, eh bien on peut jouer H5, donc on part toute menace de mat du couloir, et le cavalier B6 a un problème, c'est qu'il ne peut pas revenir comme ça dans le jeu, puisque même s'il peut aller en A8 ou en A4, eh bien il ne peut pas revenir sur les colonnes B et C pour l'instant. Donc on a un net avantage noir. Et Valero s'aperçoit de ça. Alors, il joue cavalier prend B6, dame D2, il prend la qualité. Il n'est pas obligé, mais il la prend. Alors, quelles sont les compensations pour les noirs? On va le voir tout de suite. Cavalier C7, dame prend E5. C'est que les noirs, alors, ils ont pour l'instant 2 pions pour la qualité, mais le pion A6 va tomber. Mais ils ont surtout une paire de fous, des fous qui peuvent être braqués contre le roi, et un cavalier qui a du mal à revenir du côté des blancs. Donc, on a ces difficultés-là, et donc des pièces beaucoup plus actives. Et évidemment, pour un joueur comme Kasparov, qui a le sens de l'initiative, ce sont des éléments qui sont très intéressants. Donc, Valero, je pense, a été déstabilisé par ça, et il joue dame G3. Alors, en sachant que sur cavalier prend A6, on peut jouer soit fou D6, soit dame E4, avec l'idée, par exemple, dame G3, fou D6, on ne peut pas prendre le fou s'il y a maintenant G2, F3, F prend fou E5, et là, vous avez une nouvelle faiblesse qui apparaît, c'est le pion E4. Dame G3, dame F5, alors il faut éviter l'échange des dames comme ça. On prend A6, fou E4. Alors, le meilleur coup peut-être était de jouer dame E4. Voilà. Même si... bon, et si on joue tour C1, avec l'idée d'attaquer le fou, on joue fou H4, mais on peut jouer aussi tour D8. Voilà. Jouer tour D8, mais sur fou H4, dame F3, on échange et on a 2 pions pour la qualité, une paire de fous et une finale quand même assez agréable pour les noirs. Il y a net avantage noir, mais évidemment les blancs peuvent encore se battre. En tout cas, l'initiative est du côté des noirs. Tour prend A6, Kasparov joue fou E4. Et là, Valero, décidément, n'était pas inspiré ce jour-là parce qu'il joue des coups pour rien. 3 A7. Bon, on peut supposer qu'il protège son cavalier. Fou C5, pour autant. Et là, au lieu de jouer tour A4, il joue tour A5. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu, qu'est-ce qu'il a vu
pour jouer tour A5. En tout cas, il n'a pas vu la suite. Et donc là, vous pouvez trouver la petite combinaison assez simple que Kasparov a exécutée. Voilà. Donc, si vous avez appuyé sur la touche pause de votre lecteur, vous avez pu réfléchir. Et évidemment, vous voyez bien que la tour A5 n'est pas protégée et qu'il y a des motifs d'échec à découverte. Oui. Mais attention, là, il fallait aller un peu plus loin. C'est cavalier prend E6. Cavalier prend E6. Et là, évidemment, on ne peut pas prendre en E6 parce qu'il y a maintenant F8. Et que si les noirs jouent un coup comme fou D3, eh ben, on va rester peut-être dans une finale avec un pion de moins. Une finale qui est défendable. Mais Kasparov a trouvé la solution, c'est fou prend G2. Voilà, donc ça, c'était la pointe qu'il fallait voir. Et là, après fou prend G2, Valero a abandonné. Alors, pourquoi il a abandonné? On va donner raison. S'il prend G2 avec le roi, on peut donner échec en D5, on capture E6 ou en A8 aussi, d'ailleurs, au passage. On récupère le cavalier, on a 2 pions de plus. Même chose, après dame prend G2, on joue dame B6. Mais que se passe-t-il après cavalier prend F8? Eh bien, si on joue évidemment roi prend F8, on va avoir dame prend F7 mat tout simplement. Hein, donc déjà, première chose. Mais il y a fou prend F1 qui suffit. Et après cavalier prend H7, eh bien, on peut jouer soit fou D3, avec ce cavalier qui ne peut pas revenir, soit fou H3 qui est même encore très fort, parce qu'on menace de mat le roi blanc. Donc, les noirs, en fait, gagnent encore plus simplement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'après fou prend G2, Valero Pons a abandonné. Donc, voilà une première victoire avec les noirs, plutôt expéditive. La deuxième partie est opposée, Kasparov toujours avec les noirs, à Rustam Kasimdzhanov, donc le champion du monde FIDE 2004. Et nous sommes à la 9e ronde du tournoi, donc le 4 mars 2005. Donc Kasimdzhanov a les blancs, joue D4, D5, C4, C6, donc défense slave jouée par Kasparov, qui faisait partie de son répertoire d'ouverture de fin de carrière, après les échecs qu'il avait connus, notamment contre Kramnik dans l'Est indienne et surtout la Grunfeld. Et C3, cavalier F6, E3, E6, donc là on est dans la semi-slave, cavalier F3, cavalier D7, fou D3. Et là, eh bien, Kasparov joue la variante de Meran, qui commence par D prend C4, fou prend B5, fou D3, fou D7, petit roc A6. L'idée de la variante de Meran, c'est d'empêcher que les blancs, finalement, ne s'installent confortablement au centre pour jouer E4 et qu'ils finissent le développement de leur pièce pour prendre l'initiative. On peut trouver ça dans d'autres variantes de la semi-slave. Donc, on va attaquer ce centre, même si on doit retarder le développement et le roc du roi. Ça répond toujours à un principe qu'on a évidemment mis en avant à l'école hypermoderne, autant des hypermodernes dans les années 20, c'est-à-dire au moment où la variante de Meran a été imaginée. Le roc n'est pas une fin en soi, et surtout, si vous avez autre chose de mieux à faire que de roquer, faites-le. E4, C5. Donc là, il faut attaquer ce centre avant que les blancs ne le consolident et puissent ensuite mener les opérations tranquillement. Donc là, on rentre dans des variantes théoriques avec des inversions de coups. Je vous laisse évidemment chez vous analyser cette variante si ça vous intéresse. La variante qui commence par D5 s'appelle la variante Reynolds. D5, dame C7, échange en E6, fou C2, C4, cavalier D4, cavalier C5, E3, E5. C'est le genre de position qui convient très bien à un style dynamique comme Kasparov, hein, où vous avez, j'allais dire, des chances de part et d'autre. Les noirs, c'est vrai, ont un retard de développement, mais ils ont aussi peut-être des trous sur case blanche, sauf que ils ont quand même des pièces qui sont bien placées, comme le cavalier C5. Ils ont également réduit à la passivité le fou C2, et donc il faut jouer d'une manière très dynamique. Cavalier F3. Alors, on peut prendre en E4, hein, il faut bien prendre en E4. Fou E7. Un petit coup comme ça, qui semble anodin, mais qui a eu sa quand même petite révolution à l'époque. Hein. Le coup principal, c'était cavalier, de prendre le pion E4 avec
un des deux cavaliers ou de jouer éventuellement tour D8. Pourquoi? Parce qu'en fait, les blancs peuvent jouer cavalier G5 et se dire, ah ben, attendez, si j'échange le cavalier en C5, je vais arriver avec mon cavalier en E6, et là, je vais faire des dégâts. C'est ça, on va dire, un coup critique. Pendant longtemps, on aurait dit, mais c'est un coup qui réfute la variante. Sauf que, évidemment, la façon d'analyser une position et d'apprécier, j'allais dire, les différentes évaluations a complètement changé. Puis Kasparov n'a pas été le dernier, bien au contraire, à utiliser les ordinateurs. Il joue petit roc. Avant, on avait joué des coups comme H6 ou Dame C6. Mais là, il joue petit roc. Il met au défi Kasimdzhanov d'aller capturer la qualité. Et à vrai dire, Kasimdzhanov n'a pas le choix. Il a échangé en C5, il a joué cavalier E6, Dame B6. Alors, s'il avait pris en C5, alors d'abord, ce serait admettre son erreur, qui n'est jamais évident, mais ensuite, ce serait un net avantage noir. Pourquoi? Parce qu'on voit la différence d'activité entre les pièces noires et les pièces blanches. Le fou blanc, en plus, c'est le mauvais fou bloqué par son pion. Donc on a un fou passif, et en plus les noirs vont occuper la colonne D, et les deux tours sont sur des colonnes ouvertes, avec des faiblesses potentielles en F2. Donc là, vous avez un net avantage pour les noirs dans cette position. Donc autant, évidemment, compenser ça par une qualité de plus. Alors, dans cette partie, le meilleur coup était certainement Dame E2. En tout cas, c'était un des meilleurs coups. Kasparov donne A4, mais en tout cas, sur A4, on va voir fou prend F2 échec. Et on verra pourquoi. Kasimdzhanov a une idée, c'est il joue cavalier D5. Il veut installer son cavalier en D5. Okay, il attaque la dame. Et il menace d'échanger en F6. Et c'est vrai que si le cavalier D5 s'échange en F6, ce serait mieux pour les blancs. Mais il se dit aussi qu'après cavalier prend D5, eh bien je vais jouer fou E4 et je vais consolider ma position. Par exemple, si je joue dame D6, dame F6, fou E4, fou prend F2 échec, roi H1, bah oui, et je vais protéger le pion D5, le fou participe à la défense, et les blancs vont pouvoir défendre. Si on joue dame D6, on joue fou E4. Donc là, c'était l'évaluation de Kasimdzhanov. Sauf que Kasparov prend avec le fou. Il prend avec le fou parce que, je dis mon fou, de toute façon, est bloqué, et surtout, le cavalier va jouer un rôle très important. E prend D5, fou prend F2. Alors, pourquoi tout à l'heure, dans une position similaire, je m'étais arrêté? Parce que il y a le même motif. Sur fou prend F2 échec, il ne faut pas prendre le fou parce qu'il y a cavalier G4. Et après dame prend, il y a dame prend F2 échec, suivi de mat. Donc le fou n'est pas prenable. Roi H1. Et là, aussi l'inconvénient de cavalier D5, c'est que désormais, les noirs ont le pion E qui avance en E4 et qui va jouer E3. Alors là aussi, Kasimdzhanov aurait pu jouer A4 ou D6, qui était meilleur. Il joue dame E2, c'est un coup que beaucoup auraient joué, et qui paraît logique. Mais après E3, le fou F2 est bien défendu. Pour FD1, là aussi une imprécision. La tour aurait dû rester sur la colonne F, ne serait-ce que pour se sacrifier. Sans doute, il fallait rendre la qualité pour les blancs. Mais Kasimdzhanov a une autre idée qu'on va voir. Dame D6, A4. C'est l'idée de Kasimdzhanov, c'est d'ouvrir la colonne A. G6, c'est pour installer le cavalier en H5. G3, cavalier H5. Et là, on voit tout de suite apparaître des thèmes de sacrifice en G3 qu'il faut toujours envisager. Évidemment, s'il y a un roi en H1, une dame en E2, si on peut jouer cavalier prend G3 échec, on ne va pas s'en priver. Kasimdzhanov joue dame G4, et là, Kasparov joue fou prend G3. Il sacrifie. Alors, dans la partie que Kasimdzhanov a pris, on va voir d'autres lignes, rapidement. Dame E6 échec, on échange, on joue fou H4 ou E2, et le pion avance, et on va récupérer la qualité avec de l'avantage matériel décisif. Donc, ça, c'est simple. Tour G1 maintenant. Alors, en G1, on peut jouer fou F2.
Dame prend H5, fou prend, tour G1, tour F1. En sachant qu'évidemment, avec prend F1, on gagne la dame. Dame G4, tour F2, dame E6, échec. On menace mat en H2. Si on joue dame H3, il y a tour prend C2 simplement. Voilà, et on entre dans une finale gagnante. On peut aussi envisager de jouer fou prend H2. Alors, sur dame prend H5, hein, sur fou prend G6, on échange, on joue roi H7, tour E6, fou F4, et là aussi on gagne. Hein. Le pion E2 va avancer, il y a cavalier G3, enfin il n'y a pas de parade. Et le pion D5 aussi, il risque de tomber. Donc dame prend H5, fou prend, tour F1, dame H3, dame prend D5, roi H2, et là on peut jouer dame D2 échec, G2, E2, mais là il faut faire attention sur cette ligne, dame E6 échec, il ne faut pas jouer roi G7, parce qu'il y a dame E7 échec et échec perpétuel, ou alors dame prend E2, qui peut être... qui sauve les blancs, hein, tout simplement, dame prend E2, il y a dame F4, enfin les blancs s'en sortent. Mais par contre, sur roi F8, il n'y a plus d'échec. Voilà. Là, l'échec n'est plus possible. Donc fou F2 est plus fort que fou prend H2. En tout cas, ça pose moins de problèmes sur une ou deux variantes. Donc on revient à la partie fou prend G3, donc il y a eu prise, cavalier prend, roi G2, tour F2, roi H3, cavalier F5, on menace de mater en H1, donc on défend, H5, voilà. Alors il y avait d'autres possibilités, prendre en C2 tout simplement. Et là après, dame prend, tour G1, tour prend, échec, roi F7, et bien Kassim Janov a abandonné. Pourquoi? Parce qu'il a deux pions de moins. Et en plus, ses pions sont faibles, les pions noirs, le pion E3 est monstrueux, et qu'il n'a aucune chance de s'en sortir. Donc au 36e coup, il a abandonné. Donc voilà, deuxième victoire avec les noirs de Kasparov. Troisième et dernière partie, cette fois, on est à la 12e ronde, disputée le 8 mars 2005. Kasparov est opposé à Michael Adams. Alors contrairement à ses deux précédents adversaires, Adams a plus de 2700, il était même 2741, il devait être dans le top 10 mondial. Et donc, Adams a les blancs et il joue E4. Voilà. Donc là, Kasparov joue à sicilienne et va jouer à Najdorf. Cavalier F3, D6, D4, C prend, cavalier prend, cavalier F6, cavalier C3, A6. Fou E3, E6, fou E2, donc un développement modeste, et typique d'ailleurs du style de Michael Adams. Mais on va voir qu'il va changer son fusil d'épaule assez vite. Dame C7, Dame D2, B5. Kasparov contre-attaque, alors ça c'est quelque chose d'important dans la Najdorf, c'est qu'il ne faut pas laisser les blancs faire ce qu'ils veulent, sinon ils vont attaquer, et ils vont prendre la direction du jeu et écraser. Les noirs doivent agir vite, notamment dans un système qui est celui de l'attaque anglaise, caractérisé par fou E3, Dame D2, et à la place de fou E2, on joue F3, G4, H4. Si les noirs sont trop mous, ils vont se faire écraser. A3, fou B7, F3. Alors moi, j'aime pas ce genre de construction, parce que le fou E2 est gêné par le pion F3. On ne voit pas trop l'intérêt de fou E2 par rapport au coup F3. Si on avait joué G4 plutôt que fou E2, les choses auraient été plus intéressantes pour les blancs. Mais bon, là encore une fois, c'est aussi des questions de psychologie, de style également. Voilà, Adams n'est pas connu non plus pour ses attaques furieuses. Cavalier C6, et là par exemple G4 était jouable. Mais fou E2 aurait sa logique dans la mesure où on défend F3, ce qui n'est pas évidemment une mauvaise chose quand on sait qu'il peut y avoir des thèmes tactiques sur la grande diagonale. Mais Adams joue grand roc. Et là, Kasparov ne joue pas fou E7, il joue B4. Il veut attaquer le plus vite possible, il sait qu'avant de roquer, il faut avoir le contre-jeu pour empêcher les blancs justement de développer leur attaque comme ils veulent. Adams joue G4, fou E7, B5, cavalier D7, H4. Alors, ici, ce qu'on peut constater, c'est, on a une conception contemporaine de l'ouverture, c'est que les noirs n'ont pas roqué, et en fait, les blancs attaquent à l'aile droite. Et d'une certaine manière, en refusant de roquer pour le moment, les noirs
disent aux blancs, ben, pour l'instant, ton attaque ne sert pas à grand-chose. Surtout que la position au centre n'est pas encore totalement stabilisée. Mais par contre, les noirs, à un moment donné, devront prendre une décision parce qu'il faut activer la tour H8. Alors que les blancs, eux, peuvent aussi renforcer leur position. Si les noirs ne peuvent pas renforcer leur attaque, ce sont les blancs qui vont y aller. Cavalier C5, roi B1, B8, H5. Donc là, Adams a bien avancé, les tours noirs ne sont pas connectées. Si le centre s'ouvre, c'est le roi noir qui va avoir des problèmes. Kasparov décide de roquer. C'est important à ce moment-là de roquer, alors qu'on a l'impression que les blancs sont prêts à charger. Mais en fait, ça n'est pas tant que ça, parce que pour l'instant, les pièces blanches ne sont pas encore totalement placées pour soutenir l'assaut des pions. Et donc, si l'attaque des blancs doit être efficace, il faut encore des préparations en améliorant le positionnement des pièces. Adams charge, G6, fou F6. Alors voilà, par exemple, si on échange en H7, fou G5, fou E5, il faut éviter d'échanger de fou comme ça. H6, G6, on est dans une situation qu'on peut souvent trouver, c'est-à-dire que là, le pion H6, en fait, sert de bouclier au roi noir. Et donc, le roi noir est provisoirement à l'abri. Après, évidemment, il faut éviter les mates en G7. Donc, Adams continue de renforcer son attaque, il joue tour des G1, fou A8, ouvre la colonne B, finalement la tour B8. Même chose, si on prend H7, H6, G6, fou F1, les noirs jouent D5 qui ouvrent la position. Et là, en fait, on s'aperçoit que les blancs ne sont pas prêts à attaquer de manière suffisamment puissante avec leurs pièces. Donc là, l'ouverture du centre, elle se justifie. Donc fou G5, fou E5, G prend échec, roi prend H7. Et en fait, ici, on se pose la question, mais comment les blancs continuent? Alors, si on joue fou E3, il y a dame B6, H6, G6, B3, et là on joue cavalier prend, roi prend, cavalier, B3, cavalier prend E6, contre-parade, on prend, on échange les dames, et on arrive dans une finale où d'abord il y a un pion de plus pour les noirs, mais aussi un fou de case noir qui est très fort, des pions blancs qui sont faibles, H6 est faible, F3 peut être une faiblesse, et le pion A est passé. Et donc là, vous avez un net avantage noir dans cette position-là. Adams a sans doute vu quelque chose de ce genre-là, et il joue cavalier B3. Alors, cavalier B3, pourquoi? Il a du mal, Adams s'aperçoit qu'il a du mal à renforcer son attaque, donc il veut renforcer son aile dame, peut-être avec l'échange cavalier prend et fou D1, parce que les blancs doivent subir à l'aile roi. Il y a sans doute des tours qui vont se doubler sur la colonne B et une attaque contre B2. Sauf que Adams a raté la suite tactique. Cavalier prend C2. Alors, prise en C2, il y a prise en B3. Cavalier prend C5, et la coup intermédiaire cavalier A3 échec. Sur roi C1, il y a dame prend C5, H6, G6, fou E3, dame B4. On prend A6, alors on peut jouer FC8 ou cavalier B1 également. Voilà. Cavalier B1, fou prend B2, roi D1, dame A4, on récupère A6. Ça marche aussi. Mais FC8 est pas mal également. Voilà, pour prendre, il va y avoir cavalier C4 et B2 va tomber et C3 va tomber. Sur roi 2, il y a dame prend C5. Cavalier A4, défend B2 et attaque la dame. Mais là, il y a un coup d'interception remarquable de Kasparov, c'est cavalier C2. C'est possible parce que cavalier prend C5 est suivi de mat. Et donc, ne pouvant prendre, voilà, l'interception de B2 par le cavalier rend la défense impossible. Et après roi B1, dame A3, eh bien, Adams abandonne parce qu'il ne peut plus défendre son aile roi. Voilà, son attaque, elle est stoppée et on a vu que tout s'est passé contre le roi blanc ensuite. Dame A3, par exemple, dame prend C2, C8, dame D2, dame prend A4 et la B2 va tomber. Et donc voilà comment Kasparov a remporté une victoire expéditive.
Donc c'était le dernier flamenco, de victoires très spectaculaires. Kasparov avait même gagné le tournoi une ronde avant la fin. Et bien qu'il ait perdu à la dernière ronde contre Topalov et que celui-ci il est rattrapé, et bien Kasparov a gagné le tournoi du fait que le départage le favorisait, c'était le plus grand nombre de parties gagnées avec les Noirs. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de liker si vous aimez, et on se retrouve pour d'autres analyses.